That's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors les États-Unis ont construit 5 navettes spatiales et ici à l'Eurospace Center, nous avons la chance extraordinaire d'avoir une maquette grandeur réelle de cette magnifique navette. Elle mesure 37 mètres de longueur et c'est la seule navette spatiale grandeur nature que vous pouvez découvrir en Europe. Alors bien sûr, en vol, la soute de la navette spatiale est ouverte. Il y a 2 énormes portes qui s'ouvrent dès que la navette spatiale arrive en orbite autour de la Terre et ainsi libère le matériel pour les expériences scientifiques ou pour transporter les modules de la Station spatiale internationale qui vont être sortis de la soute par 2 énormes bras télérobotiques. Alors, vous me voyez à côté de cette maquette, elle est gigantesque. Vous imaginez ça à la verticale sur une plateforme de lancement, ça doit atteindre 28 000 km/h en une dizaine de minutes. Mais pour ce faire, elle dispose de 3 énormes moteurs à l'arrière de la navette spatiale qu'on appelle des SSME. Mais ce n'est pas encore suffisant, il faut aussi encore de chaque côté 2 grandes fusées, des SRB, des fusées à poudre très dangereuses qui vont arracher une telle masse et l'amener à 28 000 km/h en orbite autour de la Terre. Je me trouve ici à bord du bras télémanipulateur de la navette spatiale qui en dispose de 2 en fait, et plus précisément à bord du MMU, un fabuleux fauteuil volant utilisé pour la première fois en 1984 par l'astronaute Bruce McCandless qui est devenu ainsi le premier satellite humain, si on peut dire, autour de la Terre. Le MMU était en fait un fauteuil volant qui permettait aux astronautes de s'éloigner de la navette spatiale sans y être attachés. Il a permis aux astronautes notamment de tenter de réparer des satellites, de les ramener dans la soute de la navette spatiale. Mais il était jugé tellement encombrant, ce MMU, il faut dire qu'il est très massif, les astronautes sont en scaphandre spatial, ce n'était vraiment pas facile et donc le projet a finalement été abandonné. La friction de l'air va provoquer une élévation de la température, elle va monter à 5000 degrés en dessous de la navette. Les astronautes qui sont dans le cockpit vont subir eux une température de 45 degrés. Pour la petite anecdote, eh bien, ils voient passer les flammes par les hublots, ils seront obligés de boire 5 litres d'eau salée avant de revêtir le scaphandre, avant de redescendre pour ne pas être déshydratés. Il faut donc empêcher la navette spatiale de brûler lors de la rentrée dans l'atmosphère, c'est pour ça qu'elle est recouverte d'une protection thermique. Les tuiles noires sont placées en dessous, là où la température va monter le plus. Les blanches seront placées au-dessus, là où la température est moindre, mais quand même à 250 degrés. La navette spatiale peut être transportée sur le dos d'un Boeing 747, c'est assez extraordinaire également. Vous imaginez la force qu'il faut pour soulever une navette de plusieurs dizaines de tonnes et l'amener à 10 000 mètres d'altitude sur le dos d'un avion, c'est fabuleux. Alors pourquoi est-ce qu'on la transporte de la sorte? Eh bien parce qu'elle peut se poser ailleurs qu'à Cap Kennedy, tout simplement. Elle peut se poser à Edwards en Californie, elle la fait régulièrement, si jamais la météo n'est pas bonne, par exemple en Floride. Donc il faut ramener la navette, on la ramène sur le dos d'un avion en plusieurs escales, en plusieurs étapes. Il faut traverser tous les États-Unis et revenir en Floride. Puis elle doit pouvoir aller faire des examens de maintenance également, parce que la navette a été construite dans la banlieue de Los Angeles. Alors les navettes spatiales étaient lancées depuis un endroit mythique, absolument légendaire, sur la côte est des États-Unis, sur la côte est de la Floride, plus précisément le fabuleux Kennedy Space Center. La navette disposait de 2 aires de lancement, le pas de tir 39A et le pas de tir 39B. Ça n'a l'air de rien sur la photo comme ça, mais pourtant ils sont distants de 5 km. C'est la distance minimum de sécurité pour ne pas recevoir un débris sur la tête si jamais la navette explosait au décollage. Alors la navette ici dressée sur le pas de tir 39A, vous remarquez qu'elle est munie de 2 fusées d'appoint, des SRB, des moteurs à poudre. Il y a également un gros réservoir externe, le ET, qui contient 2 millions de litres d'oxygène et d'hydrogène à l'état liquide, maintenu à la température de moins 180 degrés. Ces 2 millions de litres d'oxygène et d'hydrogène étaient épuisés en 8 minutes, ce qui donne une consommation de 6 tonnes par seconde par moteur. Pour des petites anecdotes, si vous branchiez des câbles électriques sur les moteurs de la navette et que vous récupériez l'énergie fournie en électricité sur le temps que les moteurs sont allumés, donc pendant 8 minutes, vous pourriez alimenter en électricité toute la côte est des États-Unis, New York y compris. Je me suis promené une fois sur la plateforme de lancement juste quelques heures après un décollage et j'ai trouvé des œufs cuits à la coque dans les nids des oiseaux. Pour vous donner une idée également, un décollage dérègle les sismographes de la ville de New York
Et vous pourriez faire cuire un poulet rôti 3,5 km derrière la navette, tellement les flammes qui sortent des deux fusées d'appoint sont énormes et chauffent très très fort. La température est de 5000 degrés et les flammes mesurent 250 mètres de longueur. Voilà, je suis ici dans la soute de la navette spatiale et il se trouve ici une reproduction du matériel qui a volé avec le premier astronaute belge dans l'espace. C'était la navette Atlantis. La mission a déjà eu lieu il y a 20 ans, il y aura 20 ans l'année prochaine. Il s'appelle Dirk Frimouth et c'était une mission dédiée à l'étude de la haute atmosphère. Alors maintenant, je vous propose une visite dans le poste de pilotage. Venez. Alors à l'arrière du poste de pilotage, vous avez le poste de commande pour utiliser notamment le bras robotique qui se trouve dans la soute de la navette. Les astronautes disposent de 2 hublots ici à l'arrière qui donnent vers la soute et vers la Terre. Il y a également 2 hublots ici sur le plafond. Vous imaginez la Terre qui défile là au-dessus de nous, c'est absolument merveilleux. Alors pendant le décollage et l'atterrissage, il y a 4 astronautes ici installés dans le pont supérieur de la navette. Le commandant est installé à gauche, le pilote est installé à droite et il y a 2 astronautes derrière. Donc la navette peut emmener jusqu'à 7 astronautes. Les autres astronautes, les autres sièges sont installés au pont inférieur. Alors le cockpit ici nous montre le cockpit de la première des navettes, Columbia, qui a volé pour la première fois donc en 1981. Le cockpit a évolué depuis, il n'est plus exactement comme cela, il est devenu maintenant un glass cockpit, c'est-à-dire c'est uniquement des écrans d'ordinateur qui sont entièrement tactiles. Quand les astronautes ont besoin d'une information, ils touchent un petit coup l'écran et ils ont l'information qui apparaît directement. Alors il y a environ 1500 boutons, il y a 80 km de câbles électriques dans les parois. Ça se pilote comme un avion traditionnel, puisque même si la navette décolle comme une fusée, elle revient comme un avion, comme un planeur. Donc il y a des palonniers pour pivoter la navette à gauche, incliner à droite. Il y a un manche à balai également pour descendre, pour monter, pour redresser, pour tourner à gauche, pour tourner à droite. Allez, un petit exemple de boutons. Voici les cadrans qui montrent au pilote que le train d'atterrissage est bien déployé. Le train d'atterrissage s'ouvre seulement 10 secondes avant de toucher la piste. Et la vitesse est quand même fort élevée, elle est de 350 km/h au moment où la navette touche la piste. Oh, elle a le temps de s'arrêter, elle fait 4500 mètres de longueur la piste. Donc la navette a tout le temps de s'arrêter. Alors encore une petite anecdote qui concerne l'atterrissage. Évidemment les astronautes ont leur fierté de pilote bien sûr. Et même si toute la descente est entièrement automatique, les astronautes aiment prendre les commandes manuelles de la navette quelques minutes avant l'atterrissage. Je pense que c'est une dizaine de minutes avant de se poser. Et alors la légende veut évidemment, ils ont leur fierté de pilote, qu'il faut absolument poser la navette sur le plus près possible de 2 marques bien visibles, des traces noires en fait, qui sont peintes à l'entrée de la piste d'atterrissage. Et la petite légende veut évidemment que l'astronaute qui ne va pas se poser sur les marques, évidemment, paye la tournée générale aux collègues une fois rentré au Johnson Space Center à Houston. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission consacrée cette fois à la navette spatiale, ce bel oiseau blanc qui malheureusement ne volera plus, il va bien nous manquer. Donc je vous retrouve dans 15 jours pour une autre émission de La Tête dans les étoiles. Et en attendant, je vous propose de décoller en route pour l'espace. 3, 2, 1 and lift off. We have a lift off. That's one small step for man.